On commence à en découvrir des aspects cachés. Et je voudrais ce soir vous parler d'une histoire inouïe et qui n'a pas été vraiment racontée à tous. C'est l'histoire, la manière dont ce fameux convoi d'une 60aine de kilomètres, vous vous souvenez de ce fameux convoi? C'est les tout débuts de la guerre. Ça a joué certainement un rôle dans l'enlisement de l'armée russe et notamment dans la région de Kiev. L'armée russe pensait que ça allait aller très vite. Et à l'image de ce convoi, elle s'est enlisée. Alors on avait évoqué des problèmes de ravitaillement. Aujourd'hui, l'histoire s'écrit autrement, tout se dévoile. Et pourquoi cette armée s'est enlisée? Vous allez découvrir comment une poignée de très jeunes soldats passionnés d'informatique ont fait tout capoter. Et c'est assez incroyable. On raconte cette histoire et puis on écoute vos analyses, vos réactions. Voici les indispensables avec Baptiste Morin. Bonsoir Baptiste. Bonsoir David, bonsoir à tous. Alors disons-le clairement, ça a été un moment décisif dans les débuts de l'offensive russe, et puis dans son coup d'arrêt, dans le coup d'arrêt qui a été mis, et en particulier pour ce qui en est de Kiev. Et c'est un épisode incroyable donc, que vous nous racontez. Oui, souvenez-vous, c'était le 28 février dernier. Le monde découvre ces images et ce gigantesque convoi. On est au nord de Kiev, convoi long de 64 km. Des centaines de blindés, mais surtout des camions russes qui progressent vers la capitale. Quand on voit ça, on pense que l'assaut est imminent. Et puis, coup de théâtre. On apprend dès le lendemain que le convoi est bloqué sur la route. Et les services de renseignement américains nous donnent une explication. C'est une panne de ravitaillement, une panne de carburant. Alors, c'était bien le cas, mais il y a eu un élément déclencheur, on vient de l'apprendre, c'est une minuscule unité de passionnés d'informatique et de drones qui a fait basculer l'histoire à ce moment-là. Une petite unité de geeks, comme on dit. Alors, que s'est-il passé précisément? Alors, il faut imaginer donc une unité de 30 personnes environ se déplaçant la nuit, pendant que les forces russes dorment, à travers la forêt pour approcher le plus possible sans être vus, sur des quads pour pouvoir traverser les terrains rendus boueux, on le sait maintenant, par le dégel. Des hommes qui sont équipés de lunettes de vision nocturne, de fusils sniper, de grenades, mais aussi et surtout, et c'est ça leur particularité, de drones. Ils sont équipés de drones alors plus petits que les drones militaires conventionnels, notamment les drones turcs qui sont utilisés par l'armée ukrainienne. Des drones plus petits qui peuvent permettre de faire de la reconnaissance avec des caméras infrarouges notamment, des caméras thermiques, mais aussi des drones d'attaque qui sont capables de larguer des bombes de 1,5 kg. En une nuit, cette unité spéciale va cibler et détruire plusieurs véhicules en tête du convoi. Et elle va en profiter dans les nuits suivantes. Elle va continuer son opération en ciblant les points stratégiques et notamment les réserves de carburant, de gaz et d'armes, si bien que les forces russes ne pourront ni bouger, ni répliquer. Le lieutenant-colonel Yaroslav Onchar, qui est à la tête de cette unité, résume ainsi: le convoi russe était bloqué sans chauffage, sans carburant et sans munitions, et tout ça grâce à l'intervention de seulement 30 personnes. Voilà comment ce convoi a été bloqué, voilà comment Kiev a probablement été sauvé. 30 petits malins, 30 esprits ingénieux, passionnés d'informatique. Alors qu'est-ce qu'on sait de cette fameuse unité? C'est un corps d'élite Pas vraiment. Ce n'est pas vraiment un corps d'élite. Il s'agit plutôt d'un club de passionnés qui n'ont pas grand-chose à voir avec le profil du soldat traditionnel. Le nom de cette unité, le voici, Aero Rozvidka, qui signifie en ukrainien reconnaissance aérienne. Elle a été créée, cette unité, en 2014 par des jeunes tout juste diplômés qui avaient participé au mouvement pro-européen de Maïdan. Leur point commun, tous passionnés d'informatique et de drones. Et pendant des années, il faut bien dire qu'ils se sont débrouillés tout seuls pour développer un système de cartographie, mais aussi pour bricoler leurs propres drones et même pour se financer seuls. Ils sont passés par des plateformes de financement participatif. À leur tête, cet homme qui est juste à gauche, Yaroslav Onchar, l'un des fondateurs de l'unité. Et on le voit ici remercier Elon Musk. Pourquoi? Parce que pour fonctionner, ces drones, ils ont besoin d'Internet. Le problème, c'est que les troupes russes ont régulièrement coupé le courant et donc l'accès à Internet. Alors, ces ingénieurs ont une idée un peu farfelue. Ils sont passés par Twitter pour demander l'aide du patron de Tesla et de SpaceX. Et le plus surprenant, c'est que Elon Musk a répondu. Il a répondu positivement. Il a mis à leur disposition son système Starlink. Il y a donc un ensemble de 200 satellites qui a été placé au-dessus de l'Ukraine et qui fournit à ces drones ukrainiens l'accès au débit à Internet, accès indispensable pour transmettre les images prises sur le terrain, mais aussi pour transmettre les coordonnées GPS
des chars russes repérés. Fabuleuse histoire. Ce n'est pas le club des 5, c'est le club des 30. Enfin, comment se joue une guerre? C'est ce qu'on découvre aussi. Puis il y a un autre fait d'armes de cette unité qui a été déterminant aussi. On l'apprend par la même occasion. Oui, souvenez-vous aussi des combats dans les toutes premières heures de l'invasion russe. Une opération aéroportée russe, parachutage de 200 soldats pour prendre un aéroport, l'aéroport d'Hostomel en périphérie de Kiev. Eh bien, ces mêmes drones ont repéré ces hommes et les ont pris pour cible. L'opération russe a échoué. Les troupes de Moscou qui devaient pénétrer dans la capitale, eh bien, elles ne l'ont jamais vue. Et pour terminer, David, le pire, c'est que cette petite unité, elle aurait pu ne pas exister, ou plutôt ne plus exister, parce qu'en 2019, le ministère de la Défense ukrainien, il ne voit pas l'intérêt de drones dans la stratégie militaire. Et il décide donc de dissoudre l'unité. Il l'a relancée en catastrophe en octobre dernier, au moment où l'invasion russe devenait de plus en plus menaçante. Merci, Baptiste. Bon, quand on ne connaît pas la chose militaire, quand on est un peu extérieur, ça semble inouï. 60 km de transport de troupes, et avec des chars aussi quand même, des blindés aussi, même si l'essentiel c'était des camions de transport. Stoppé, l'avancée vers Kiev, stoppé par ces 30 ingénieurs passionnés d'informatique. Pierre? Ça me semble tout à fait vraisemblable. Ça fait partie vraiment des aspects les plus surprenants, des aspects forces spéciales que mon voisin, le général Gomard, connaît très bien puisqu'il a commandé les opérations spéciales. Les forces spéciales, d'ailleurs, utilisent beaucoup les quads pour se déplacer. Le premier RPIMA, qui est un premier régiment parachutiste d'infanterie de marine, qui est un des régiments des forces spéciales, dans ses patrouilles SAS, Special Earth Service, qui sont des patrouilles de combat qui ont une capacité de feu très importante. Je ne donnerai pas l'articulation, mais très souvent, il y a des quads qui sont devant avec des tireurs d'élite. Alors, le fait d'utiliser des drones, y compris des drones commerciaux, des drones ludiques, pour des opérations militaires, ça n'est pas nouveau dans les opérations. Le Hezbollah, donc, qui est une milice militaire libanaise, chiite, l'a utilisé à plusieurs reprises contre Israël. Ce sont aussi des drones de ce type-là. Donc, c'est-à-dire ce sont des drones qui sont bidouillés pour pouvoir emporter des petites charges, des grenades, mais qui ont une capacité de destruction au sol et surtout de surprise par rapport à l'ennemi qui est considérable. Donc le fait d'avoir des unités, d'abord le fait d'avoir 30 hommes, là aussi c'est très, entre guillemets, force spéciale, parce que ce sont souvent des petites unités, et encore une fois, Christophe dira tout cela beaucoup mieux que moi, même si je connais un peu le sujet, sont des petites unités au sol qui agissent par groupe de 10, de 20 et de 30. Vous avez rappelé l'opération Serval, le démarrage de Serval pour bloquer les colonnes djihadistes. C'était des unités des forces spéciales qui étaient prépositionnées au Burkina Faso et qui ont pu intervenir très très rapidement. Donc la surprise, l'originalité dans la méthode, le fait de pouvoir frapper à différents points d'une colonne, ce sont des éléments effectivement nouveaux. On l'a vu aussi dans la guerre entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, où les drones aussi, de différentes tailles, mais y compris des petits drones, y compris des drones kamikazes. Ces drones kamikazes, d'ailleurs, ont été donnés par les Américains ces dernières semaines aux Ukrainiens, eh bien, constituent une sorte d'artillerie portée qui peut avoir effectivement les résultats que l'on a vus là. Alors, Général Gomard, vous qui avez encadré, dirigé des forces un peu du même genre, il y a plein de choses qui nous semblent assez incroyables. D'abord, ces drones ont quoi? Parce que là, on parle des djihadistes, mais là, on parle de la deuxième armée du monde. Les Russes, ce n'est pas les djihadistes. Certes, on ne va pas sous-estimer l'armement des djihadistes, mais enfin, on se dit que ce n'est pas tout à fait la même chose. On ne peut pas les bombarder, ces drones, par exemple. Non, c'est compliqué. Ce qui est intéressant dans l'histoire de cette colonne, c'est qu'il me semblait qu'elle avait été un peu bloquée par destruction des ponts avant Kiev, et qu'effectivement, elle s'était retrouvée bloquée. Pour moi, c'est une colonne plus logistique qu'une colonne d'attaque, parce qu'un régiment de fusiliers motorisés tel que utilisé par les Russes, et en général en avant-garde, et en termes de reconnaissance, ces gens-là ne faisaient pas la reconnaissance. Donc visiblement, ils étaient derrière des gens qui, eux, avançaient vers Kiev. Et ils ont peut-être été séparés. Le plus surprenant, c'est qu'effectivement, on a vu ces véhicules qui n'ont jamais été attaqués pendant des jours, puisque la colonne est restée assez fixe pendant quelques temps, même si nous n'étions pas sur le terrain. Mais il est certain que des petits drones, tels qu'ils semblent avoir été utilisés, emmènent une charge et font péter ça au-dessus des chars et au-dessus des camions, qui sont des camions logistiques visiblement. Et c'est bien pour ça d'ailleurs qu'on a vu des photos de chars sur lesquels ils avaient rajouté des sacs de sable au-dessus, parce qu'ils étaient attaqués par au-dessus. Or, un char est blindé sur le devant,
sur les côtés, moins sur le derrière, et sur le dessus, en général, ils ne pensent pas être attaqués. Enfin, il y a un blindage, bien sûr, mais qui est plus faible, parce que le problème d'un char, c'est que blindé, oui, mais pas trop lourd quand même, sinon on n'avance plus. Alors, pardonnez... les chars Tigre allemands qui avançaient très très doucement, même s'ils étaient lourdement blindés. Pardonnez les questions très simples, mais il y a des hommes dans ces convois, ils voient arriver les drones, ils ne peuvent pas, avec leur mitrailleuse, tenter de les abattre? C'est compliqué. Même quand on voit dans les manifestations certains drones, c'est assez compliqué d'empêcher des drones d'attaquer. Et surtout, si c'est un essaim de drones, ça l'est encore plus. À tel point, c'est qu'aujourd'hui, on imagine, dans les conflits un peu particuliers, des essaims de drones un peu, j'allais dire, kamikazes, qui viennent en fait... s'écraser soit contre d'ailleurs des avions, pour empêcher un avion de chasse et qui, du coup, effectivement, explosera en vol, soit pour aller taper des colonnes de blindés ou derrière des PC adverses. Deuxième question, quand on voit ce convoi, on se dit, bon, si les 4 ou 5 véhicules de tête de convoi sont détruits, les autres peuvent les mettre de côté et puis passer quand même. Alors, il semble que... C'est bien pour ça que c'est pour moi une colonne logistique et quand on regarde ces images, il est difficile de déborder par la droite et la gauche. Ils sont au bord d'une forêt. C'est la période de la fonte des glaces, donc on imaginait que le sol était un peu spongieux, d'où une difficulté en effet de se déployer. Et on voit bien que cette colonne est restée fixe et immobile pendant quelques jours. Des jours et des jours. Et ce qui occasionne quoi? C'est qu'au bout d'un moment, il n'y a plus de carburant, parce que j'imagine qu'ils faisaient tourner les moteurs pour réchauffer les habitacles. J'imagine également qu'ils ont mangé les rations, si rations il y avait. Et donc au bout d'un moment, une armée en campagne, ça mange, ça boit, et ça utilise du gasoil, enfin de l'essence. Donc, au bout d'un moment, quand tout est consommé, eh bien, on reste fixé et on ne bouge plus. Est-ce que vous diriez... On est comment dirais-je, attaquable à ce moment-là. Est-ce que vous diriez d'une certaine manière que c'est emblématique de ces difficultés russes dans un conflit asymétrique, c'est-à-dire que les faibles ont eu raison des forts avec beaucoup d'intelligence, avec beaucoup de ruse? C'est toujours le cas de la guérilla, et c'est bien pour ça que les armées de Napoléon ont rencontré quelques difficultés en Espagne. Il y a bien longtemps, certes, mais c'est toujours un peu le même esprit. Et c'est bien pour ça que bien souvent, les résistances arrivent à bout de certaines armées qui, au bout d'un moment, reculent. Et c'est, à mon avis, ce qu'espèrent les Ukrainiens, qui n'ont pas, me semble-t-il, les capacités offensives pour mener des contre-attaques localisées, oui. Pour mener une véritable contre-offensive mobile, je ne pense pas aujourd'hui. Oui, Isabelle. Oui, non, mais c'est une guerre asymétrique. C'est David contre Goliath. Donc, dans ces cas-là, il faut trouver pour la petite armée ukrainienne des moyens de contourner la force et la puissance de l'adversaire. Et dans ce type d'opération, là, cet exemple incroyable qu'on vient de voir, on a l'impression que l'asymétrie a changé de côté. C'est-à-dire qu'il y a toujours cette forte armée militaire russe et contre cette petite armée ukrainienne, mais que l'asymétrie joue en faveur des Ukrainiens au niveau de la souplesse, de l'inventivité et aussi, surtout, de la volonté. Et là, tout d'un coup, la mécanique se renverse. Et là, on voit les défauts de l'armée russe, qui est une armée quand même encore lourde, même si elle s'est réformée par rapport à la fin de la guerre froide. C'est encore une armée lourde, avec des tanks, une armée classique, et cette petite armée ukrainienne qui fait appel à la mobilité, au système D et effectivement aux drones, aux nouvelles manières de faire la guerre. Et ça avait déjà fait effectivement la différence dans la guerre entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, des drones fournis par la Turquie. Mais ça prouve aussi une autre chose, selon moi, ça prouve, en fait, l'Ukraine est un pays assez jeune. Et quand on connaît un peu l'Ukraine, sa jeunesse est une jeunesse très, très dynamique, très instruite, très cultivée, qui va dans des écoles de commerce, ils sont super forts en informatique. Et ça prouve aussi l'inventivité de cette jeunesse ukrainienne qui, en fait, c'est un peu incroyable quand même. Oui. Ils ont relevé absolument tous les défis depuis le début. Enfin, si cette histoire est totalement vraie et elle a l'air de l'être, elle est documentée, y compris l'appel à Elon Musk. Alors voilà, l'appel à Elon Musk qui rajoute. C'est ça, quand je parle de leur inventivité, mais ils sont super branchés en informatique, les Ukrainiens. Nouvelles technologies. Ils sont super forts, ils sont complètement branchés nouvelles technologies. Hein, c'est pas le pays a beaucoup changé. Alors bon, ça peut aussi nous faire penser pendant l'occupation allemande à la guerre des rails. Hein. Mais là, c'est une nouvelle guerre des rails avec d'autres moyens, avec des drones et une inventivité
qui met en échec, en tout cas sur un petit type d'opération, cette grande armée russe. Oui, parce que sur 60 km, je ne sais pas de combien de soldats il pouvait y avoir. Enfin, des milliers de soldats. 30 personnes malines, inventives, effectivement. Laetitia, question, réflexion. Alors, je voulais dire un mot d'Elon Musk, en fait. Moi, je suis très impressionnée par la façon dont il prend sa part, dont il agit. C'est un grand capitaliste et un grand innovateur, et un peu fou aussi. Mais c'est quand même extraordinaire et on a vraiment de quoi l'admirer. Et ça, plus loin, je pense que il ça... braque ses satellites, c'est 200 satellites, oui, mais surtout, il a fournir un signal Internet dont ils ont absolument besoin. Il a ces répondu 30... tout de suite. Il a répondu tout de suite. Il est là, ça veut dire qu'il s'intéresse au sujet. Ce qui m'amène à mon second point. En fait, on est aussi dans une guerre d'idées, de systèmes. Il y a quand même une alliance libérale et elle est concrète là. C'est-à-dire que c'est un capitaliste, un défenseur du modèle américain, capitaliste libéral, qu'on aime ou pas. Mais il y a un... C'est totalement symbolique. Ben oui, mais surtout il répond tout de suite et ça montre que l'Ukraine est complètement en phase avec notre monde, que l'Ukraine a complètement sa place dans le monde occidental par cette... ce partenariat qui se fait tout seul, qui se fait dans l'action et qui se fait aussi dans la prise de risque. Il y a beaucoup de choses dans cette histoire, c'est vrai. Quand même, c'est un peu la guerre des anciens contre les modernes. Aussi, un peu, oui, c'est vrai. Mais c'est un...